Bonjour les amis, chère communauté d'entrepreneurs proactifs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir un invité spécial, un invité qui est inspirant, tant par sa créativité que par sa capacité à réussir ses entreprises, ses lancements d'entreprise. Il est auteur, il est fondateur du mouvement des entrepreneurs libres, il est conseiller en marketing sur Internet. Il a un bassin de plus de 300 000 clients dans la francophonie. Donc, Sébastien, comment vas-tu? Très, très bien, tu vois. Nous avons décidé avec ma femme de passer la moitié de l'année en France et l'autre moitié de l'année en Guadeloupe. Et donc ici, nous sommes à la bonne saison. Et c'est une chance, justement. On va parler un petit peu d'activité sur Internet, mais le fait d'avoir une activité dématérialisée m'a permis depuis maintenant 12 ans de vivre de façon complètement dissociée géographiquement du lieu d'exercice de mon entreprise. Et en ce temps d'hiver en France métropolitaine, j'apprécie d'autant mieux. Parfait, parfait. Et nous nous sommes connus. Moi, j'étais d'abord ta cliente quand tu as lancé la machine à vendre. J'ai bien aimé ta formation qui était généreuse, je vais dire, et puis précise. Et ensuite, j'ai été ambassadrice aussi lorsque tu as fait ton lancement, enfin ta préparation, ta révision de ton livre, le dernier livre, Profession entrepreneur libre. Tu l'as lancé en automne en Europe. Présentement, il est disponible en Amérique du Nord, au moins sur Amazon en Kindle et bientôt au Québec. Là. Nous avons eu le plaisir de nous rencontrer aussi quand tu es venu à Montréal récemment. Pour Alors, l'avant-première du film documentaire Profession entrepreneur libre. Voilà. Et puis, j'ai vraiment été étonnée par la capacité que tu as d'avoir une communauté autour de toi, partout, hein, autant en Europe qu'ici au Canada. Hein. Comment Ben tu oui, en fais? fait, cette notion de devenir entrepreneur libre est internationale, en fait. Et c'est fascinant, en fait, pour moi de voir que des personnes d'origine très variées, très différentes, euh, sont dans cette optique, dans des secteurs d'activité aussi très différents. Et beaucoup de personnes, sans avoir beaucoup de ressources, arrivent à monter des activités qui, à leur tour, deviennent des multinationales par la suite. Extraordinaire. Et toi, tu as ta troisième entreprise, donc tu avais monté une première, tu peux peut-être nous expliquer les trois entreprises rapidement que tu as montées, la dernière étant en 2010 pour le Voilà, mouvement. je suis connu pour trois activités. Donc, au cours de mon parcours entrepreneurial, j'ai investi ou démarré d'autres entreprises qui sont un peu moins connues. Ma toute première, c'était une start-up en Irlande dont je raconte l'aventure dans mon livre, dont les deux principales ressources que j'en ai retenues, c'est un, le choix de nos associés est très important si on veut avancer. Et deux, en fait, j'ai découvert à quel point c'était facile de créer une entreprise. Donc, même si cette toute première expérience, c'était avec mon ancien maître de stage quand je finissais mes études, on a créé une entreprise. On n'a jamais lancé le produit parce qu'on était trop perfectionniste et donc on finissait jamais. Mais cette expérience m'a appris à quel point c'était facile en fait de créer ma boîte. Et donc, un an plus tard, j'ai lancé les deux activités pour lesquelles j'ai été connu tout d'abord. Une école de danse latine basée à Nantes et une activité pionnière, le coaching amoureux pour les célibataires. J'étais donc coach séduction, le premier en France à mettre en place des ateliers, DVD, livres et séminaires sur le sujet. Et cette activité-là, en fait, a cru très, très rapidement. Je suis passé sur presque toutes les grandes chaînes de télévision françaises, donc TF1, France 2, M6, Canal+, m'ont mentionné ou fait intervenir sur leur plateau, beaucoup de journaux, de radio. Et en fait, la croissance de cette activité, on faisait plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, m'a amené à être contacté par des entrepreneurs qui m'ont dit, mais voilà, je voudrais de l'aide pour faire la même chose que toi, Sébastien, dans mon secteur, lancer mon activité, vendre les produits sur Internet. Donc, c'est pour ça que j'ai créé le mouvement des entrepreneurs libres en 2010. Tout d'abord avec un site qui s'appelait lemarketeurfrançais.com et ensuite en renommant en mouvement des entrepreneurs libres. Donc, je suis à la tête de cette entreprise de formation. On crée énormément de contenu gratuit sur Internet, en plus de nos formations et accompagnements payants, depuis maintenant une dizaine d'années.
Donc, je suis connu principalement pour ça et pour le fait que je travaille qu'un jour par semaine. D'accord. Et donc, ça, c'est intéressant. Donc, tu as créé 3 entreprises, tu as trouvé finalement des créneaux porteurs. J'ai une question à te poser. J'ai remarqué que bien des jeunes entrepreneurs, jeunes dans l'entrepreneuriat, hein, ils peuvent avoir n'importe quel âge, et on voit même des baby-boomers qui se lancent en affaires, euh, ils s'interrogent beaucoup sur la façon de trouver des opportunités d'affaires, de trouver des niches porteuses autour d'eux. Est-ce que tu aurais un conseil ou plusieurs conseils à leur donner de comment trouver quelque chose qui va fonctionner finalement, une piste qui soit pas trop large, qui puisse les distinguer et leur permettre de réussir? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, c'est très piégeux, on va dire très dangereux, que de poser en premier la question qu'est-ce qui est porteur quand on est en train de créer notre projet. Parce qu'en fait, euh, quand on part de cette vision extérieure, le premier conseil, c'est de ne pas partir de cette vision extérieure parce qu'on va avoir tendance à suivre des effets de mode. Les effets de mode, c'est très coûteux parce que, ben, évidemment, le temps qu'on mette l'entreprise sur pied, qu'on commande le stock si on vend du produit physique, la mode est passée. Un exemple, c'est, tu mentionnais donc mon livre Profession entrepreneur libre, qui est paru cette année. Eh bien, quand j'ai commencé à rédiger le livre, nous étions fin 2007, fin 2017, c'était la mode des hand spinners, les petits gadgets Oui. dans les traits. Et en fait, tous les journaux titraient, voilà, le hand spinner, c'est le nouveau phénomène. Ça, c'est le yo-yo killer, ça va remplacer tous les autres jeux dans les cours d'école, c'est un succès énorme. Et donc, en fait, il y a pas mal d'entrepreneurs qui se sont lancés en se disant, bah, je vais commander une tonne de stock de ça et le vendre parce que ça se vend extrêmement bien. Et pourquoi est-ce que c'est un piège? Ben, c'est parce que le temps de livrer le container qui vient de Chine avec tous vos jouets, la mode est passée. Les enfants retournent à l'idée que le yo-yo, finalement, c'est très, très bien. Et vous vous retrouvez avec un container de gadgets hand spinner que vous n'arrivez pas à vendre par la suite. Donc, pour justement retourner notre réflexion, la première chose à faire, c'est de chercher en fait par rapport à moi, mon parcours, mes motivations, mes passions, quel secteur dans les grandes lignes pourrait réellement m'intéresser et entretenir ma motivation sur 5 ans, 10 ans, 15 ans. Déjà, rien que ça, c'est un énorme filtre. Dans mon livre, je donne une grille de questions pour arriver à vraiment cerner sa réponse. Je vais dire, le premier conseil, c'est d'abord de partir de soi. Le deuxième conseil, c'est ensuite d'être à l'écoute des ce que j'appelle les points d'interrogation et les points d'exclamation autour de nous. C'est-à-dire que tous les jours, si vous êtes vraiment attentif des conversations des gens, vous allez entendre soit des points d'interrogation, c'est-à-dire les gens dire, mais tiens, est-ce que tu ne connaîtrais pas un prestataire qui fait ceci? Est-ce que tu ne saurais pas où est-ce que je peux acheter cela? Et donc ça nous indique qu'il y a un marché pour ce type de produit ou service. Il faut prendre note. Je conseille littéralement dans mon livre, ouvrez l'application de notes dans votre téléphone, ou prenez un carnet avec vous et tous les jours, prenez des notes. Qu'est-ce que j'ai entendu comme demande de recommandation, d'astuces, de prestataires, de fournisseurs? Je prends note. Les points d'exclamation, c'est plutôt les frustrations. C'est entendre quand les gens disent « Oh là là, mais j'en ai vraiment marre de… ou pourquoi est-ce que personne n'a trouvé une solution à tel problème ?» Et ça nous permet d'innover, de trouver quelque chose où on sait aussi qu'il y a preneur. Et une fois qu'on a, on va dire, cette idée globale, et on sait, OK, ben, peut-être que, je donne un exemple, là je suis en Guadeloupe, j'organisais un événement, je cherchais à acheter une sono pour mon événement. Mais en fait, c'était un peu difficile, paradoxalement, de juste trouver ça. Il y a des magasins, les vendeurs ne vous décrochent pas au téléphone, ne vous conseillent pas, il y a un besoin. Et quand j'ai demandé autour de moi, il y a beaucoup de gens qui disaient, oui, voilà, c'est le genre de choses qui est difficile de trouver, d'avoir du conseil. OK, donc maintenant, si je sais que ça, c'est une idée potentielle pour une nouvelle activité, maintenant, je vais au contact de la clientèle et je fais mon étude de marché. Là, ils vont me dire précisément quel type de produit ils veulent, quel est leur budget, quelles sont leurs difficultés ou leurs besoins. Ok, excellent. Excellent. Donc, je comprends. On va d'abord développer notre curiosité, notre écoute, puis après ça, on va faire le travail sérieusement pour pouvoir se lancer. Bon, mais ça, c'est très, très intéressant. C'est en tous les cas
c'est un petit peu aussi un secret de comment toi, tu utilises ta créativité pour avoir les bons filons pour te lancer. Merci. Et j'ai encore une autre question. Toujours quand quelqu'un débute son entreprise, ils ont l'impression qu'il faut beaucoup de budget. Est-ce que réellement on peut se lancer en affaires sur Internet sans avoir un fonds d'investissement important? La réponse probablement est oui. Voilà, on peut se lancer sur Internet en ayant, voilà, presque le budget zéro. Je dis presque parce que bon, même quand on écoute les personnes qui vont dire qu'ils se sont lancés en partant de zéro, bon, ben, quand je me suis lancé en partant de zéro, j'ai payé 9 € pour l'hébergement de mon site. Et après, ben, j'ai mis un blog gratuit WordPress avec un thème gratuit. On va dire, il y avait quand même les 9 €, on va dire. Mais c'est possible de démarrer donc, avec un capital presque nul, de se lancer comme ça. Et pour ça, il faut faire preuve d'une des vives qualités de l'entrepreneur qui est la débrouillardise. Dans Profession Entrepreneur Libre, ce que j'explique, c'est que personne ne part de zéro. On a tous 7 ressources entrepreneuriales et on a différents niveaux sur chacune de ces ressources. Et l'entrepreneur, par définition, la définition d'entrepreneur, c'est un mot inventé par un philosophe français, Jean-Baptiste Say. Il disait que l'entrepreneur, c'est celui qui prend les ressources qui sont à sa disposition et qui s'en sert pour créer de nouvelles ressources. Donc, si on veut se lancer à partir de zéro, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit observer parmi nos 7 ressources desquelles on dispose et lesquelles nous manquent. Les 7 ressources, c'est premièrement nos relations. Qui est-ce que nous avons autour de nous qui pourrait être un client potentiel, qui pourrait nous amener un client potentiel, ou ce que j'appelle notre réseau faible, c'est-à-dire les gens qu'on ne connaît pas suffisamment pour savoir s'ils sont des clients potentiels, par exemple les autres parents de notre association de parents d'élèves, par exemple. Et si on les contacte et qu'on dit voilà ce que je fais, voilà mon projet, peut-être qu'il va se créer une connexion. Ça, c'est une énorme ressource, nos relations. Exemple, il y a 2 semaines, j'étais à une conférence, j'ai amené avec moi une jeune femme entrepreneur qui est encore dans son job salarié, qui veut lancer son entreprise d'ici 2 mois. Elle était présente en tant que participante, je lui avais offert sa place. Et en fait, elle discute avec quelqu'un d'autre à cet événement. Et parce que cette petite relation s'est faite, l'intervenante avec qui elle a discuté lui a dit tiens, ça va être super intéressant ce que tu veux faire comme projet. Viens être toi-même devant mes 60 clientes le week-end prochain, faire une présentation. Et donc, son activité s'est lancée comme ça, faire la première vente directement face à ce public de 60 clients, juste par une première connexion. Donc, les relations, c'est un gros support. Oui. Deuxième ressource, c'est notre compétence, ce qu'on sait faire, ce dans quoi on excelle, ce dans quoi on peut apporter quelque chose de nouveau, de différent du statu quo. Troisième, c'est notre notoriété, c'est-à-dire est-ce que vous avez été interviewé, télévision, radio, journaux, ou même sur des blogs ou en vidéo comme on est en train de le faire là maintenant. Ça nous crée une notoriété, c'est-à-dire le fait d'être connu en tant qu'expert sur notre secteur. Si ça ne vous est jamais arrivé, c'est une ressource qui est facile à acquérir parce qu'on peut démarcher des blogs, démarcher des chaînes YouTube en disant « j'ai ceci à proposer, est-ce que ça vous intéresse que je publie un article invité ou que je sois interviewé ?» Et souvent, on va obtenir la réponse oui. Donc, relations, compétences, notoriété. Ensuite, il y a la liste. Si vous disposez d'une liste de contacts qui sont des clients qui ont déjà acheté des produits ou services ou des prospects qui potentiellement peuvent acheter un produit ou service, ça a une grande valeur parce qu'on peut contacter ces personnes-là et ne pas avoir besoin de faire de la publicité payante, mais contacter un public qui est déjà un peu captif, qui nous suit, qui est intéressé par ce qu'on fait. Excellent. Cinquième ressource, c'est le produit. Si je dispose de la chose à vendre, le produit ou le service, mais je mets ça dans la même case, la chose qu'on va vendre, eh bien, c'est une ressource qui a de la valeur parce que je peux soit le vendre moi-même, soit aller voir une entreprise qui a déjà un catalogue et dire ajoutez mon produit à votre catalogue et générer mes premiers euros grâce à ça en trouvant des revendeurs. Okay. Sixième ressource, j'ai dit donc il y en a 7. Sixième ressource, c'est l'offre, le message de vente. Donc, même si je n'ai pas un produit, je peux avoir un message de vente pour un produit dont je suis revendeur ou affilié ou vendeur direct indépendant ou ce genre de choses. Et donc, lancer mon activité même en revendant un produit tiers. Et enfin, la dernière ressource, c'est l'argent. Et donc, c'est la 7e.
Pourquoi est-ce que j'avance toujours en dernier? C'est pour dire que du coup, toute personne qui là nous écoute, qui dit bah oui, Martine, tu as raison, je vais moi partir de zéro, je ne sais pas comment faire, eh bien, doit se rendre compte, on ne part pas de zéro. On a ces 6 autres ressources en quantité différente et on peut les utiliser pour acquérir la ressource argent par la suite en faisant nos premiers pas. Excellent, excellent. Merci. Ça nous redonne un petit peu d'optimisme pour ceux qui se lancent et qui ont des craintes. Et bien sûr, c'est certain qu'en lisant ton livre, ils ont les informations plus pointues, je dirais. J'ai encore une question. Imaginons un entrepreneur qui a fait tout ce que tu dis, qui a démarré, qui a préparé ses produits, qui les a mis sur le web, puis ça a décollé un petit peu, puis ça s'est ralenti. Puis là, il est en train de se re-questionner comment redynamiser, qu'est-ce que je dois refaire, parce que souvent on se lance, mettons, je vois des jeunes entrepreneurs qui se lancent dans Internet et ils sont en action et c'est très bien et c'est pas forcément parfait, et ça donne pas forcément les données qu'ils veulent, des fois c'est un flop. Alors, quel conseil tu pourrais leur donner pour ne pas se décourager, pour peut-être relancer leur activité et qu'elle soit plus profitable? Est-ce que c'est une question qui fait du sens pour toi? Oui, bien sûr, et je pense que c'est une question importante. Quand on lance notre activité, tout ne va pas toujours fonctionner. Il y a donc la statistique que les gens aiment bien citer, c'est que 50% des entreprises échouent après 5 ans. C'est une statistique complètement fausse, inventée, qui n'existe pas. C'est complètement bidon. Mais il est vrai que 2 entreprises sur 5, après 5 ans d'existence, eh bien, soit n'existent plus, soit ont transitionné vers quelque chose d'autre. Et j'en suis un exemple, on en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, je dirige le mouvement des entrepreneurs libres depuis 10 ans, mais à moi tout seul, on va dire, je plombe les statistiques nationales puisque ma startup en Irlande, on l'a fermée sans faire de vente. On s'est séparé avec mes associés parce que j'étais étudiant à l'époque. Mon auto-entreprise est devenue une SARL, qui est devenue une autre SARL, qui est devenue une SAS. Donc, au final, je suis aujourd'hui sur la 5e version de mon activité. 4 versions se sont arrêtées. J'ai vendu mon école de danse. J'ai arrêté de faire du coaching séduction quand j'ai décidé que j'allais me marier. Et donc, premièrement, il ne faut pas se décourager. Il faut oser se dire, mais en fait, ce projet que je fais, peut-être que ce n'est pas la version finale de ce que je vais faire jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est très bien d'acquérir de l'expérience et faire quelque chose de super, mais savoir, je n'y attache pas mon amour propre. Ça peut changer et je peux décider de faire autre chose plus tard. Maintenant, sur le plan concret de ce qu'on peut faire si on a fait une proposition, on a lancé notre activité et ça n'a pas marché comme on le souhaiterait. Eh bien, je dirais, il y a 3 pistes que je recommanderais à quelqu'un qui est dans cette situation. La première piste, c'est qu'il faut toujours faire une offre irrésistible. Et une offre irrésistible, par définition, ça veut dire vraiment il doit y avoir une date limite. Oui. Puis on vend en disant aux gens, ben voilà, vous inquiétez pas, je suis là quand vous voulez, vous venez me voir. Eh bien, les gens, ils se diront, OK, bah, dès que j'aurai le temps. Donc, ils n'achèteront jamais. Donc, souvent, une des difficultés qu'on a à vendre, c'est qu'on ne met pas de date. Donc, les gens viennent quand ils veulent et donc, ça veut dire jamais. Donc, une date limite, toujours. Et aussi apporter beaucoup plus de valeur que le prix qu'on réclame. Dans le livre Profession Entrepreneur Libre, je donne des astuces pour ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la valeur et le prix, c'est 2 choses complètement différentes. Et ce qui décide les gens à acheter, ce n'est pas de se dire je vais recevoir 100 € de valeur en échange de mes 100 € durement gagnés au travail, c'est de se dire mais wow, on va me donner 1000 € de valeur en échange des 200 € qu'on me demande. Donc on peut me demander plus cher au final, on m'a demandé 200 €, mais on m'a donné tellement de valeur, tangible ou intangible, que ça vaut le coup. Et une des façons de créer ce genre d'offre irrésistible, et ça m'amène aux 2 autres points, je dis 3 stratégies, c'est qu'il faut autant que possible chercher à apporter, à être dans une communication où nous sommes généreux. Et la difficulté qu'on a souvent, si les ventes stagnent, si les ventes sont en baisse, c'est un problème de générosité. Pas forcément de dire je vais donner 8 heures de coaching pour le prix d'une, mais dire en fait, si je donnais au client 1 heure de coaching, est-ce qu'à la fin de l'heure de coaching, je peux faire un petit audio récapitulatif que j'enregistre après, que je lui envoie? Est-ce qu'on peut faire un bilan trimestriel
sur un des rendez-vous, ça ne me prend pas plus de temps, mais ça fait quelque chose de plus que je peux apporter comme valeur ajoutée dans mon offre. Comment est-ce que je fais pour mieux servir mes clients et aussi servir mes prospects, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore acheté, apporter de la valeur gratuitement. Par exemple, je sais que une des meilleures façons dont je vends mes livres, donc tu as parlé de mon livre Profession Entrepreneur Libre, j'en ai écrit d'autres auparavant, eh bien, ce qui me permet de vendre autant de livres, c'est le fait que je donne gratuitement, sans hésiter, des conseils qui viennent du livre. Tout ce qu'on est en train de parler de là, j'en parle dans mon livre, si tu veux. Oui, Et oui, à aucun moment, je n'ai peur. Souvent, les entrepreneurs, ils ont cette peur de se dire, si je donne trop, on ne va pas acheter. Mais en fait, non. Jamais, mais on peut faire des dizaines d'interviews, on peut parler, faire un podcast quotidien ensemble, Martine. On n'arrivera jamais au bout de tout ce qu'il y a dans mon livre Profession Entrepreneur Libre, parce que chaque thématique peut être approfondie, discutée, etc. Il ne faut pas hésiter à être généreux. Enfin, la troisième stratégie, sur un plan vraiment tactique, c'est de lancer un nouveau produit ou une nouvelle offre, de ne pas hésiter à soit carrément créer quelque chose de nouveau qui correspond mieux aux attentes de la clientèle, soit à repositionner ce qu'on a comme contenu, comme produit physique, comme service de façon différente. Et il faut savoir que quand on fait un lancement, ce que j'appelle un lancement orchestré, quand on crée l'enthousiasme des gens en amont avant de faire l'offre commerciale, eh bien, on a tendance à amener, à ressusciter de la motivation, de la conversation avec nos prospects, de l'enthousiasme pour ce produit, ce projet, cette offre nouvelle, qu'on avait du mal à faire pour le même produit qu'on vendait depuis 3 ans. C'est pour ça que Apple n'hésite pas à sortir l'iPhone 23 après qui est quasiment identique à l'iPhone 22, il faut oser le dire, mais à dire voilà, c'est nouveau, on a choisi de remplacer le petit bouton rond par un bouton carré. Mais pour les fans, ça recrée l'excitation, ça recrée la conversation, au lieu de simplement dire bon ben voilà, l'iPhone est mieux qu'avant, mais on ne met pas de numéro. Tu vois cette notion? Okay. Donc, ça, ce sont les 3 stratégies qui permettent de ressusciter les ventes pour une entreprise qui peut avoir un peu de difficultés. Excellent, excellent. Est-ce que tu as encore l'énergie pour répondre à 5 petites questions, vrai ou faux, mais sans commentaire, juste vrai ou faux? Tu as été très généreux jusqu'à date. J'ai le droit de faire des commentaires si je pense qu'ils sont nécessaires pour clarifier? Si tu veux, rapidement, d'accord. Alors, je ne veux pas abuser de ta générosité ni de ton temps. C'est du, comment dire, c'est du bonbon là, hein, ce que tu nous dis. Okay. C'est très précieux en tant qu'entrepreneur. Alors, mes 5 questions, vrai ou faux. Première, est-ce que c'est vrai qu'on peut vivre avec $0 d'investissement en se lançant sur Internet? Vrai ou faux? Bah, d'accord, tu auras répondu tout à l'heure. Deuxième question. Alors, on doit absolument être connaissant dans la technique, dans les logiciels pour utiliser le marketing sur Internet. Est-ce que c'est vrai qu'il faut vraiment être très fort ou est-ce que c'est faux? C'est faux. Il faut être débrouillard et si on veut utiliser une technique qui nécessite de faire des vidéos ou des webconférences et qu'on ne sait pas faire ça, ben on fait le script quand même et on l'envoie en fichier Word, en pièce jointe dans un mail, ce que plusieurs de mes clients font quand ils… Voilà. Oui. Les obstacles, toujours se surmonter, on passe à côté, on passe au-dessus, on passe en dessous, on n'est pas obligé de rester bloqué à l'obstacle. Excellent, excellent. Et troisième question, vrai ou faux, est-ce que c'est vrai qu'il faut avoir un grand leadership, avoir une grande base de données de fans mettant sur Facebook ou une grande communauté pour lancer son entreprise et vendre sur Internet des produits, par exemple en coaching de gestion ou en coaching de développement personnel ou peu importe l'activité sur Internet? C'est faux. La liste n'est qu'une des 7 ressources. Si on ne l'a pas, ben, il faut aller utiliser une des autres ressources. L'exemple que je donnais tout à l'heure de Karine, cette jeune femme entrepreneur, ce qu'elle a fait, c'est jusqu'à maintenant, elle n'a pas de page Facebook Pro, pas de compte YouTube, pas de liste d'abonnés, Instagram, mail ou autre. Tout ce qu'elle a fait, c'est aller à une conférence, discuter avec le maximum de personnes, parler de son expertise. Et déjà, ça a créé cette première opportunité de faire des ventes face à un public captif. Donc, c'est possible de se lancer même avec 0 budget et sans avoir fait de réseaux sociaux ou autre. Excellent. Et puis, comme tu sais, ici au Québec, on parle en français.
se pose la question, est-ce que la francophonie est saturée? Il y a plusieurs leaders comme toi qui réussissent très très bien et il y en a plusieurs autres qui essayent de percer. Alors, est-ce que d'après toi, le marché de la francophonie est saturé en termes de web marketing, on va dire ça comme ça? Alors, je vais te donner un exemple concret parallèle. En 2010, j'ai pris un café donc, quand je faisais le coaching en séduction. En 2010, je prends un café avec un coach qui s'est lancé l'année d'après le lancement de mon entreprise. Et il me dit, donc c'est la première fois qu'on se rencontre chez Hermès, il me dit, voilà, je ne sais pas ce que tu en penses Sébastien, mais là, on est une dizaine de coachs, le marché est complètement saturé et je suis convaincu que c'est impossible pour un coach de faire plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires annuel, tellement le marché est bouché. Et en fait, ce qui était drôle, je n'ai pas osé l'interrompre ni le contredire, mais en fait, cette année-là, pendant qu'on est en train de discuter, je faisais 340 000 euros de chiffre d'affaires à moi tout seul. Le deuxième plus gros acteur sur le marché faisait dans les 200-250 000 à ma connaissance. Aujourd'hui, j'ai arrêté, mais ces personnes ont continué de se développer, ont prospéré. Je discutais avec un coach la semaine dernière sur le secteur du coaching en séduction qui fait maintenant plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et mon estimation il y a quelques années, c'est qu'il y avait déjà plus de 400 coachs. Maintenant, on est aux alentours de 800 ou 900 coachs. Je ne parle même pas de coaching tout court, je parle de coaching amoureux pour les célibataires, un coaching en drague, quoi. Et si tu veux, donc, si ce secteur-là n'est toujours pas saturé, alors le secteur de développement des entreprises n'est pas saturé non plus. La francophonie, c'est un univers qui est en fait en croissance rapide, bien que le Québec, la France, la Suisse, la Belgique, on est sur des démographies à peu près stables. Il faut se rendre compte que nous représentons un petit groupe de environ 60-70 millions de personnes avec un bon accès à Internet et un budget pour acheter des produits, des formations, des gadgets, etc., etc. Mais qu'il y a derrière entre 150 millions et 220 millions selon les estimations de francophones qui sont en train d'arriver en ce moment sur Internet, d'avoir des accès de plus en plus à haut débit, de plus en plus de moyens. Et ce que nous, on voit au mouvement des entrepreneurs libres, c'est qu'il y a 3 ans, quand je disais il faut s'interroger à rendre nos contenus accessibles aux personnes francophones d'autres pays, les gens me regardaient de travers en disant mais non, voilà, il faut vendre local, entre guillemets. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que voilà, on a maintenant des clients dans 35 pays, donc pas que les pays francophones, mais aussi des francophones de pays non francophones, et qu'il faut en fait s'élargir les horizons. Là, entre maintenant quand nous réalisons cette interview et dans 10 ans, il va y avoir une multiplication par 3 de la taille de tous les marchés, toutes les demandes. Et c'est une opportunité gigantesque à saisir. Les personnes qui sont en train de traduire le contenu en anglais pour aller affronter la concurrence, des Américains, des Australiens, des Anglais, des Chinois, des Indiens qui parlent tous anglais et qui sont en train de tous lutter là-dedans, ces personnes-là, selon moi, font une erreur stratégique. Et la francophonie, je pense, a de très, très beaux jours devant elle dans les années qui viennent. Oui, moi je pense aussi. Mais c'est ça, on est bien convaincus là-dessus. Alors, une dernière question, et puis je te remercie de ta générosité dans tes réponses. Le principal défi est de trouver sa niche et de répondre aux besoins de ses clients. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est faux. Pour moi, le principal défi, mais c'est lié, le principal défi, c'est de vaincre le conformisme. C'est d'oser sortir du moule dans lequel nos parents, la société, l'école, les collègues nous ont mis plein de bonnes intentions et d'oser se rendre compte qu'en fait, ce moule est carré. Moi, je suis rond, je ne rentre pas dans ce moule, il faut que j'ose tracer ma propre voie. Et ça va amener à créer l'entreprise. Ça va amener aussi à avoir comme tu disais, trouver le projet qui fera mouche parce qu'on va être lucratif et qu'on va vraiment répondre aux besoins des clients au lieu de juste reproduire ce qui se fait déjà chez la concurrence. Et ça va nous amener aussi à devenir entrepreneur libre parce qu'on va structurer notre temps, structurer notre entreprise pour créer cette liberté et pas juste en faisant comme tout le monde fait sur le secteur. Donc, c'est ça pour moi le challenge numéro 1, c'est briser le conformisme et oser affirmer notre liberté de penser, liberté d'agir et liberté d'entreprendre. Excellent. Merci beaucoup, Sébastien, pour
cette mine d'informations que tu nous as partagées très généreusement. Et puis, on peut, bien sûr, je recommande même qu'on achète ton livre, Profession entrepreneur libre, de Sébastien Knight, qui est un livre extraordinaire pour les personnes qui veulent se lancer en affaires. Et bien sûr, je vais mettre les informations en lien sous la vidéo. Et vous pouvez aussi visiter mon blog www.agora-ressources.com. Merci beaucoup et puis bonne journée à toi. Merci beaucoup, Martine, pour cette interview. Au revoir. Au revoir.